Il existe des lieux tranquilles où l'histoire fait irruption de manière totalement inattendue. La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis déjà 4 ans, lorsque le Royaume des Pays-Bas décide d'annexer une partie du territoire allemand. Du jour au lendemain, ces militaires occupent la petite commune d'Elton. À l'avant des camions, il y avait les soldats avec leurs mitraillettes. On ne savait pas ce qui nous attendait, comment on allait être traité. À vrai dire, on se sentait plus terrorisés que patriotes. L'annexion va durer 14 ans et déclencher la plus grande opération de contrebande de l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. J'avais des piles de chèques. Comment un modeste village à la frontière germano-néerlandaise a-t-il pu se retrouver au cœur d'une crise diplomatique internationale ? Bienvenue à Elton. Cette jolie bourgade de Rhénanie du Nord-Westphalie, près de la ville d'Emmerich, compte environ 5000 habitants. Communauté allemande et néerlandaise y cohabitent en parfaite harmonie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Situé à la frontière occidentale de l'Allemagne, le village est limitrophe des Pays-Bas par 3 côtés. Depuis son promontoire, il surplombe la province néerlandaise de la Gueldre. Autrefois, cette semi-enclave revêtait une importance stratégique. En effet, avec ses 82 mètres de haut, le mont Elton permettait de surveiller la plaine du Rhin. Au IXe siècle, on y a construit un château et une église collégiale. Depuis, le village a toujours été allemand, du moins jusqu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht lance la première phase de la bataille de France, en attaquant simultanément les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Les bombardements de la Luftwaffe ravagent Amsterdam et détruisent une bonne partie du centre-ville de Rotterdam. Le Royaume des Pays-Bas capitule au bout de 5 jours. Une défaite cuisante pour la population néerlandaise. Les Allemands souhaitent aussitôt mettre en place un gouvernement civil nazi dans le pays nouvellement conquis. Ils voulaient arrêter la reine. Pour eux, ça aurait été un trophée formidable. Elle s'est d'abord réfugiée au palais de la Haye, mais elle a vite compris que ça ne suffirait pas et qu'il fallait à tout prix quitter le pays. Alors, elle a appelé le roi d'Angleterre, George VI, qui lui a immédiatement offert l'asile. Pour les Néerlandais, la fuite de la reine Wilhelmine est un véritable coup dur. Les nazis commencent à instaurer un régime de terreur. Plus de 100 000 juifs néerlandais seront déportés et assassinés dans les camps d'extermination. Pour les Juifs, la situation est tout de suite devenue très grave. Mais pour beaucoup de Néerlandais, au début, ça allait encore. C'est venu par étapes. La terreur, la répression et l'exploitation se sont amplifiées progressivement. La résistance contre les nazis fait l'objet de cruelles mesures de rétorsion. Plus de 500 000 Néerlandais sont soumis au travail obligatoire. Pendant ce temps, à Londres, les Pays-Bas établissent un gouvernement en exil. La reine Wilhelmine veut aider son peuple. Elle s'est dit « Je veux absolument porter secours à mon peuple bien-aimé. Je dois lui parler, lui donner du courage. » Et c'est ce qu'elle a fait à de multiples reprises. Avec sa voix pleine de détermination, elle l'encourageait. « Ne vous laissez pas faire. Les Allemands ne sont qu'une bande de crapules. » Pourtant, malgré cette hostilité affichée, les habitants d'Elton continuent d'entretenir d'étroites relations avec leurs voisins néerlandais. Les frontaliers des deux pays se connaissent bien. Certains sont même amis depuis longtemps. Mais c'est surtout la contrebande qui les réunit. La frontière est le théâtre d'un trafic de café, de thé, de beurre, de chocolat, de tabac et de bétail. Et l'aventure n'a rien de romanesque. En ces temps difficiles, la priorité est de gagner de l'argent, quitte à se livrer à cette activité illégale considérée comme un crime de guerre.
Eugen Heimann est issu d'une famille d'agriculteurs contrebandiers d'Elton. En 1943, son père et d'autres paysans du village se font dénoncer pour avoir fait passer du bétail clandestinement à la frontière. Ils sont accusés de crimes économiques de guerre. C'était un délit très grave de soustraire la viande de porc au peuple allemand, car elle était récupérée par l'ennemi, ce qui lui permettait de reprendre des forces. Les contrebandiers d'Elton sont condamnés à des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 7 ans. Des sanctions qui reflètent le régime de terreur qui s'installe aux Pays-Bas. À titre de représailles, les nazis décident également de réduire les livraisons de denrées alimentaires. Pour la population, l'approvisionnement devient de plus en plus difficile, notamment à partir du débarquement des Alliés en Normandie, puis de leur avancée vers le Rhin. À l'hiver 44-45, le gouvernement en exil à Londres s'est adressé aux cheminots néerlandais. Il leur a demandé de se mettre en grève afin que les Allemands ne puissent pas se servir des chemins de fer pour stopper les Alliés. Les Allemands ont répondu « D'accord, mais alors il n'y aura plus de train pour acheminer la nourriture dans l'ouest du pays ». Et il s'en est suivi le terrible hiver 44-45, au cours duquel la famine a fait des milliers de victimes. La stratégie cruelle des nazis a des conséquences dramatiques. C'était vraiment affreux. Les gens en étaient réduits à manger les bulbes de tulipes. Il y a eu beaucoup de morts. La famine frappe 4,5 millions de personnes. Plus de 20 000 Néerlandais y succombent. Pendant ce temps, les Alliés poursuivent leur progression. En mars 1945, ils franchissent le Rhin. Le village d'Elton n'est pas épargné par leurs bombardements. Dressée au sommet de la colline, la vieille église Saint-Vite est détruite par les Alliés qui soupçonnent l'armée allemande d'y cacher des hommes. C'était trop dangereux de rester chez nous, alors ma mère m'a emmené ailleurs. Les obus tombaient de tous les côtés. Il y avait des boules de feu et des éclats de verre qui volaient dans les airs. C'est un miracle qu'on s'en soit sorti indemne. Je voulais faire un brin de toilette. Et là, dans le miroir, j'ai vu les avions avec une cocarde. J'ai dit à ma sœur, « Vite, il faut descendre à la cave. Ce sont les Anglais. » Et juste après, les bombardements ont commencé. Tout était en flammes. À travers les fentes du plancher, on a même vu les bocaux de nourriture qui étaient en train de bouillir. Tandis que les bombes s'abattent sur Elton, les Pays-Bas fêtent la libération. Le pays était tiraillé entre deux sentiments contraires. La joie de la liberté retrouvée et le chagrin du deuil. Beaucoup de gens se sont retrouvés seuls parce que des membres de leur famille ou leurs amis, aussi bien des hommes que des femmes ou des enfants, n'avaient pas survécu à la guerre. Ils passaient leur journée à regarder par la fenêtre et à surveiller le bout de la rue en se demandant si leurs proches allaient revenir ou pas. Forcément, cette tristesse, ajoutée aux années de mauvais traitements et d'oppression subies sous le régime de terreur, a fait naître un sentiment profond de haine envers les Allemands. Au printemps 1945, la reine Wilhelmine rentre de son exil londonien. Son pays est exsangue. Les morts se comptent par centaines de milliers. Et les survivants sont malades, affamés et n'ont plus de toit. La souveraine exige réparation de la part de l'Allemagne. Wilhelmine était très remontée contre les Allemands. Elle trouvait la situation épouvantable et voulait se venger. L'opération de vengeance porte le nom de code Tulipe Noire.
La première idée a été de chasser les habitants allemands hors des Pays-Bas. Le Premier ministre a déclaré « Les 17 000 Allemands, dehors ». Très vite, des voix se sont élevées. Comment peut-on expulser des Allemands qui ont subi le régime hitlérien et qui se sont justement réfugiés aux Pays-Bas dans les années 30 par peur ou en signe de protestation ou de résistance aux nazis? On ne peut pas les renvoyer chez eux. Outre les pertes humaines, le gouvernement néerlandais estime à 35 milliards de florins le coût des dégâts matériels causés par la guerre et le pillage de ces installations industrielles. Mais comment recouvrer une telle créance? Les Allemands n'avaient plus d'or, plus d'argent. Eux aussi étaient ruinés. On ne pouvait rien leur saisir. Alors on s'est dit, on va leur prendre du territoire. Une opération a été lancée qui s'appelait Eis Deutschen Grund. Autrement dit, exigeons des terres allemandes. C'était affiché partout. Puis on a créé un comité d'extension territoriale. Il s'agissait d'aller jusqu'à Hambourg et Cologne. Le secrétaire du comité, Fritz Bakersrut, réclame l'annexion des 41 villes et circonscriptions allemandes, soit une zone qui s'étend de la Frise orientale jusqu'au bassin de la Ruhr et à la ville de Cologne. En 1945, le ministre néerlandais des Affaires étrangères avait le projet d'agrandir les Pays-Bas d'environ 10 000 km². Étant donné que le pays fait à peine plus de 30 000 km², ça revenait à augmenter sa superficie d'un tiers. En Allemagne, la population qui vit dans la zone concernée est inquiète. Elle craint de payer pour les crimes perpétrés par les nazis aux Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale. À Elten, les villageois allument des cierges à l'église. Ils prient pour ne pas être annexés par les Pays-Bas. Les habitants ignorent qu'ils possèdent un allié de poids, le président américain Harry Truman. Dès la fin de la guerre, l'Allemagne est divisée en 4 zones occupées par les puissances victorieuses. Mais les positions politiques de l'Est et de l'Ouest s'avèrent rapidement irréconciliables. Harry Truman appelle à lutter contre le communisme. Et la coopération de l'Allemagne de l'Ouest dans ce combat est essentielle. Au printemps 1948, lors de la conférence de Londres, les 6 puissances occidentales participantes redessinent l'Europe et préparent l'intégration économique des zones d'occupation de l'Ouest. L'Allemagne s'impose à la fois comme partenaire militaire stratégique et comme rempart géographique contre le communisme. Quant au projet de représailles des Pays-Bas envers l'ancien occupant allemand, il n'a plus sa place dans le nouveau programme politique des Alliés. Le Royaume doit revoir ses exigences territoriales. Celles-ci vont être drastiquement réduites. Lors de cette conférence des Alliés, les Néerlandais ont finalement réclamé 1750 km², mais ils n'en ont obtenu que 69. Les accords prévoient de céder aux Pays-Bas le village d'Elten et ses 3200 âmes. Les habitants ont peur. Ils veulent rester allemands. Il décide alors de mobiliser l'opinion publique et le gouvernement de Rhénanie du Nord-Westphalie, basé à Düsseldorf, la capitale régionale. Le Land est dirigé depuis 1947 par le ministre-président Karl Arnold. Il est de son devoir de voler au secours d'Elten. Au Parlement néerlandais, à La Haye, certaines voix s'opposent aussi à l'annexion des territoires allemands. Mais le ministre-président Arnold va commettre une erreur fatale. Les Pays-Bas ont toujours espéré voir les Allemands faire preuve d'humilité, exprimer des regrets,
prendre conscience de ce qu'ils leur avaient fait endurer entre 40 et 45, assumer leurs responsabilités et tenter de se racheter. Mais soudain, au Parlement néerlandais, en plein débat sur les modifications de frontières et les accords d'avril 1948 sur les 69 km², le ministre-président Karl Arnold a fait son apparition et a déclaré « Et si vous laissiez tomber cette histoire de frontières? Tout ça, c'est du passé. » Le sang des Néerlandais n'a fait qu'un tour, quel que soit leur bord politique. Ils ont rétorqué « Voilà exactement le genre de comportement que nous reprochons aux Allemands. Aucune humilité et un seul mot d'ordre. Pas touche à notre territoire. » Au bout du compte, l'intervention surprise de Karl Arnold à La Haye n'a fait que redoubler la motivation des Néerlandais. Résultat, la résolution sur la rectification des frontières est adoptée par le Parlement néerlandais à une écrasante majorité. Elle prévoit que les villages de Zuiderwijk, Elten, Wieler et Zelfkant tombent dans l'escarcelle des Pays-Bas. Le matin du 23 avril 1949, fonctionnaires néerlandais et forces d'occupation britanniques arrivent dès l'aube pour matérialiser les nouvelles frontières à l'aide de poteaux. La semi-enclave d'Elten devient aussitôt néerlandaise et le tracé frontalier passe de 20 à 3 km. À midi pile, plusieurs centaines de policiers et de douaniers des Pays-Bas franchissent la frontière. Il y a d'abord eu les motards. Puis après eux, ça a été le tour des camions. Et à l'avant des camions, il y avait les soldats avec leurs mitraillettes. C'était effrayant. On était plusieurs sur la place du marché et tout le monde pleurait. La maréchaussée royale, la police militaire des Pays-Bas, prend possession des lieux. Les Néerlandais étaient aussi dans l'incertitude. Ils ignoraient comment les villageois allaient réagir. On ne savait pas ce qui nous attendait, comment est-ce qu'on allait être traité. Il y avait pas mal d'angoisse et d'inquiétude. En fin de compte, les habitants ne se sont pas défendus. À vrai dire, on se sentait plus terrorisés que patriotes. À midi 15, Adrian Blauboer, le nouveau chef de la commune, arrive à la mairie, accompagné d'un officier britannique. Le bourgmestre allemand lui cède l'autorité du village. Désormais, Elten fait officiellement partie des Pays-Bas. Les habitants noient leur chagrin dans la bière allemande et le genièvre néerlandais. Le journal régional qualifie la date de journée noire pour la population d'Elten. Mais sur place, la réalité est beaucoup plus ambiguë. Dès le lendemain, tous les villageois doivent se faire recenser. C'était encadré par les soldats de la maréchaussée hollandaise. On les appelait les brins de muguet à cause de leur casque blanc. Ce jour-là, il a fallu qu'on apporte nos pièces d'identité. C'était obligatoire si on voulait aller travailler le lendemain. L'administration néerlandaise a tout prévu. Elle délivre aussitôt de nouveaux papiers aux citoyens d'Elten. Ceux-ci conservent néanmoins la nationalité allemande. Mais sur leur carte d'identité, il est marqué « doit être traité comme un Néerlandais ». On les surnomme à présent les Allemands de papier. Dorénavant, c'est la maréchaussée royale qui est en charge de l'ordre public. La maréchaussée employait la manière forte. Ils ne prenaient pas de gants, mais leurs interventions étaient toujours justifiées. Ils ne faisaient aucune différence entre les Hollandais et les Allemands, et se montraient même souvent plus durs avec les Hollandais. Quand les villageois sont importunés par des Néerlandais, la maréchaussée royale répond présente.
Un jour, on se faisait insulter par un Hollandais et un soldat de la maréchaussée a tout entendu. Il est arrivé, il a sorti sa matraque et il a ramené le type directement en Hollande. Il faut reconnaître que les militaires étaient très corrects. Cela n'empêche pas les Néerlandais d'exprimer quotidiennement leur aversion pour les Allemands. Je n'aimais pas trop aller à Elton, parce que quand on laissait sa bicyclette devant la porte, par exemple, ils nous dégonflaient les pneus. Parfois, ils étaient un peu malveillants. C'est aussi l'impression qu'ont les footballeurs du FC Fortuna d'Elton. À partir de 1949, ils jouent en première division départementale de la province néerlandaise de la Gueldre. On nous appelait les Moffen, un terme injurieux pour désigner les Allemands. Les spectateurs des matchs, surtout les hommes âgés, nous insultaient constamment. Ils faisaient preuve d'une telle haine envers nous que c'en était effrayant. Ils disaient qu'ils voulaient notre peau, ils réclamaient notre mort. Ça nous terrorisait. On avait 14, 15 ans, on était presque encore des enfants. C'est après coup, en étudiant l'histoire de plus près, qu'on a compris. Ce que les Allemands avaient fait aux Pays-Bas pendant la guerre, c'était vraiment au-dessous de tout. La germanophobie se répand jusque dans les familles. Nelly Neerings en fait elle-même l'amère expérience. Néerlandaise, elle tombe amoureuse d'un jeune Allemand d'Elton et le couple envisage de se marier. Une partie de ma famille était furieuse. Ils m'en voulaient d'avoir un petit ami allemand. Il faut dire qu'ils en avaient bavé pendant la guerre. À l'époque, on était encore obligé de se marier à l'église. Mais le pasteur de ma paroisse s'est mis à m'ignorer complètement. J'en ai beaucoup souffert. J'avais l'impression d'être une pestiférée. Finalement, on s'est mariés à l'église d'Elton, parce que mon pasteur était trop buté. Il me disait « Tu n'as pas voulu m'écouter, ce n'est plus la peine de venir me voir. » Heureusement, l'amour triomphe et Nelly parvient à épouser Gertie Neerings. Malgré toute cette animosité, les Allemands sont nombreux à se rendre de l'autre côté de la frontière. Il venait à Elton parce que ses habitants parlaient allemand et n'avaient aucune antipathie envers l'Allemagne, contrairement aux Hollandais. Ils faisaient souvent leur pause pipi ici avant de reprendre la route. Les Allemands sont alors très friands des excursions à la journée aux Pays-Bas. Ils arrivaient par autocar entier pour aller voir les champs de tulipes dans l'ouest du pays. Et certains Néerlandais profitaient de cette occasion pour glisser sous les essuie-glaces des bus ou des voitures un petit mot sur lequel était écrit « On ne veut pas d'Allemands ici ». Ça reprenait littéralement un des slogans des affiches placardées pendant l'occupation « On ne veut pas de Juifs ici ». Dès la frontière, on leur distribuait des brochures qui disaient « Conduisez-vous correctement ». Des rappels à l'ordre que l'on retrouve également à Elton, car les Allemands continuent de se comporter comme des occupants. Dans les années 50, ils sont encore à 1000 lieues d'éprouver des regrets ou de la culpabilité pour les atrocités commises par les nazis. Et cette attitude met les Néerlandais hors d'eux. L'ambiance était extrêmement hostile. Les Allemands étaient nos ennemis et on ne voulait pas avoir affaire à eux. En revanche, les Néerlandais ont à cœur de découvrir leur tout nouveau territoire. Tous les week-ends, des dizaines de milliers de curieux affluent au sommet du mont Elton, le point culminant de la région. Son belvédère permet d'admirer aussi bien les Pays-Bas que la vallée du Rhin côté allemand. Autre incontournable du voyage, le puits de Drusus qui a plus de 1000 ans.
Les touristes néerlandais font marcher l'économie locale et apportent de la bonne humeur dans le village. Grâce à eux, l'établissement du père de Theo Wanders ne désemplit jamais. Ils venaient découvrir leur nouvelle région. Les Hollandais avaient perdu leur colonie, mais ce n'était pas bien grave puisqu'ils avaient récupéré Elton. Les cars arrivaient sur la place du marché, donc on y postait des gens, en général de vieux messieurs. Ils se tenaient comme ça et ils disaient aux visiteurs « Pour boire le meilleur café, il faut aller chez Willy Wanders, juste là. » Après, on leur offrait une petite bière ou une eau de vie. Ça marchait bien. Pour Elton, c'est le début d'une ère de prospérité. Pendant ce temps, le nouveau bourgmestre Adrian Blauboer mène sa barque avec intelligence. Il laisse à ses concitoyens leur identité et leur liberté et multiplie les mesures populaires pour s'attirer les faveurs des villageois. Ainsi, le FC Fortuna hérite d'un nouveau terrain de football, avec une belle pelouse qui fait oublier le gravier de l'ancien terrain. Pour la reconstruction de l'église Saint-Vite, l'administration débloque pas moins de 100 000 florins. L'édifice a une grande importance pour les habitants. C'est à la fois une attraction touristique et un symbole de leur patrie. Au début des années 50, Elton connaît une véritable crise du logement. Une fois de plus, la mairie réagit rapidement et lance plusieurs chantiers de construction immobilière. Les nouvelles maisons, subventionnées par l'État, sont bâties dans le style néerlandais, qui aujourd'hui encore donne au village son caractère si particulier. Autre innovation positive pour Elton, le comité consultatif. Les citoyens ne disposent alors d'aucun droit de vote, ni aux Pays-Bas, ni dans la toute jeune RFA. Les responsables de la circonscription sont directement rattachés au ministère néerlandais de l'Intérieur. Pour que ces administrés puissent faire entendre leur voix, Adrian Blauboer décide alors de mettre en place un comité consultatif qui se réunira une fois par mois. À l'école, les cours sont toujours dispensés en allemand. Une manœuvre habile pour que les ressortissants puissent garder leur langue et le sentiment d'être toujours chez eux. Tout le contraire de ce qui s'est passé au Tyrol du Sud ou en Alsace. C'était très important pour nous que les enfants continuent d'apprendre l'allemand. Ich bin seit 1949 hier, der Leiter der Schule. Ich bin zwar der einzige Holländer hier. Die Lehrpersonen sind alle Deutsche. Die Kinder bekommen normal den deutschen Unterricht wie an allen deutschen Schulen. Il n'y avait qu'un professeur hollandais. Il enseignait quelques heures de néerlandais. On apprenait le néerlandais pour communiquer avec l'administration parce que c'était la seule langue qu'elle parlait. Aucun fonctionnaire ne maîtrisait l'allemand. Tous les formulaires, les demandes de passeport étaient rédigées en néerlandais. Il fallait bien qu'on le comprenne. Les villageois se mettent rapidement à cette nouvelle langue, ne serait-ce que pour les affaires. Au début des années 50, il y a eu 300 000 voitures qui ont franchi la frontière. Et à la fin de la décennie, c'était plus de 7 millions. Pour arriver au poste frontière, elles étaient toutes obligées de traverser le centre d'Elton. Ce qui ne manquait pas de créer des bouchons gigantesques le dimanche. Et les commerçants les plus malins ont su en tirer profit. Le village est en plein essor et il profite de cette décennie enchantée pour se refaire une petite beauté. Beaucoup d'habitants travaillent en Allemagne, mais font leurs courses aux Pays-Bas. C'est une opération tout à fait rentable. Avec 100 marks, on peut acheter l'équivalent de 180 marks de marchandises aux Pays-Bas. Même l'essence est moins chère à Elton. De quoi s'offrir des petits plaisirs. Tout ça a contribué à faire doucement évoluer les mentalités. Au point que certains, au milieu des années 50, ont commencé à se demander s'ils ne préféraient pas rester un territoire néerlandais. En 1953, le directeur administratif du canton allemand de Hesse adresse une lettre au gouvernement de Rhénanie du Nord-Westphalie. Au vu des réactions des habitants d'Elton et compte tenu des circonstances économiques, écrit-il, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que la solution temporaire actuelle soit prolongée le plus longtemps possible. Pour le ministre-président Karl Arnold, c'est inenvisageable.
La Rhénanie du Nord-Westphalie avait un intérêt tout particulier à entretenir cette identité allemande, surtout dans les territoires annexés. Il était essentiel pour elle de ne pas briser ce lien. La région touche à présent d'importants subsides dits de zones frontalières. Ils sont destinés à Elton et constituent une véritable manne financière pour les associations, les écoles et les particuliers. Les petits propriétaires, qui avaient déjà commencé à construire leur maison à Elton, se sont tournés vers les Pays-Bas, parce que l'État néerlandais leur versait une subvention. Mais l'Allemagne a refusé de s'avouer vaincue et a créé sa propre subvention. On pouvait donc en profiter des deux côtés. Les habitants d'Elton sont heureux et se plaisent bien chez les Hollandais, comme ils disent familièrement. Sans les Hollandais, il y a plein de choses qui ne se seraient jamais concrétisées à Elton. On peut les remercier pour ça. Le village doit également sa croissance au fameux miracle économique allemand. Car les Pays-Bas sont tributaires de leurs échanges commerciaux et de leur coopération économique avec la RFA. Les deux nations se rapprochent aussi sur le plan de la politique européenne. En 1955, l'Allemagne de l'Ouest rejoint son voisin néerlandais au sein de l'OTAN. Puis avec la France, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg, le duo fera partie des membres fondateurs de la Communauté économique européenne. La situation est devenue de plus en plus ambivalente, parce que les Pays-Bas avaient besoin de l'Allemagne pour se remettre sur pied, et l'Occident avait également besoin d'intégrer la RFA pour se consolider. Mais dans ce genre de situation, on ne peut pas dire « D'accord, on a besoin de votre partenariat, mais on va aussi vous prendre ça, ça et ça pour vous affaiblir. » Ce n'est pas très cohérent. Les Pays-Bas se retrouvent au pied du mur. En 1957, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heinrich von Brentano, et son homologue néerlandais Joseph Luns se réunissent pour discuter des indemnités de guerre, de la restitution des biens pillés, du tracé de la frontière à l'embouchure de l'Ems et du dédommagement des victimes du nazisme. Les Pays-Bas avaient peur qu'en mettant toutes ces questions dans le même sac, les négociations se résument à un simple donnant-donnant. Ils ont dit « Nous, on ne veut pas du donnant-donnant. On veut recevoir. On veut un geste. » Les Allemands ont répondu « On veut bien discuter avec vous, mais essayons plutôt de trouver une solution globale à tout ça. » Et les Néerlandais ont dit « Non, c'est hors de question. On ne veut pas de solution globale qui affaiblirait notre position. Vous, les Allemands, vous n'êtes pas en mesure de décider de la teneur des négociations. C'est à nous de le faire. » Elton et les territoires annexés constituent un élément clé dans les pourparlers. Après de longues négociations, un accord semble enfin se dessiner. D'un point de vue économique, ces territoires n'apportaient aucune valeur ajoutée aux Pays-Bas. J'irais même jusqu'à dire qu'ils servaient uniquement de monnaie d'échange pour les négociations avec l'Allemagne. Au bout du compte, ils ont surtout coûté de l'argent. En 1960, c'est finalement une solution globale qui est adoptée. La République fédérale d'Allemagne verse 280 millions de marks aux Pays-Bas, dont 125 millions pour les victimes du régime nazi. En contrepartie, les territoires annexés doivent être restitués à l'Allemagne. Le traité est signé par les deux ministres, Heinrich von Brentano et Joseph Luns. À Elton, personne ne se sent particulièrement pris en otage. Mais l'heure est venue pour les Pays-Bas de se débarrasser de ce petit bout d'Allemagne qui commence à lui revenir cher. Sur place, l'enthousiasme est pour le moins modéré. Ich mache meine Wurst noch nach denselben Rezepten, kann sie aber leider nicht mehr für die holländischen Preise verkaufen. Ja, wir haben uns bemühen müssen, in Holland ins Geschäft zu kommen. Jetzt werden wir uns wieder bemühen müssen, in Deutschland ins Geschäft zu kommen. Jeder hatte gut verdient. Tout le monde avait bien gagné sa vie. Les commerçants, les hommes d'affaires, les classes moyennes, qui étaient aussi présentes à Elton. Et bien sûr, moi-même.
L'Allemagne promet de nouvelles infrastructures. Elle tient à épauler les citoyens d'Elton. Il était prévu de faire construire un casino, par exemple. Mais toutes ces promesses restent vaines. L'ancienne frontière doit être rétablie le 1er août 1963. À l'occasion de cette opération, quelques hommes d'affaires rusés découvrent l'existence d'un vide juridique. Pour le jeune Eugen Heimann, alors âgé de 19 ans, c'est une chance unique. À l'époque, je traînais tout le temps au bistrot de Willy Wanders, que fréquentaient aussi beaucoup d'hommes d'affaires et de transporteurs. Un jour, un grand groupe a débarqué, et parmi eux se trouvaient plusieurs importateurs. Ils cherchaient quelqu'un d'ici, un habitant d'Elton, qui connaissait les questions de transport et de douane. Les hommes d'affaires ont besoin d'un prête-nom domicilié à Elton. La règle numéro 1, c'était de garder le silence. Aucune personne extérieure, ni aucune banque ne devait être au courant. Il fallait absolument s'y tenir, ne rien laisser filtrer. Celui qui ne jouait pas le jeu se retrouvait vite en terrain miné. Ça pouvait lui exploser à la figure. En fait, les mystérieux magouilleurs profitent d'un règlement spécialement conçu pour les citoyens d'Elton. Le ministre des Finances de Rhénanie du Nord-Westphalie avait prévu une mesure pour toute personne qui possédait des capitaux ou une entreprise à Elton et qui se faisait ensuite naturaliser allemand. Dès le lendemain, à minuit, tout ce qu'elle possédait serait instantanément considéré comme du patrimoine. Après modification de la frontière, il faut en effet que les biens des habitants d'Elton puissent revenir en Allemagne sans problème. Ni taxes, ni droits de douane. Mais la combine du prête-nom est parfaitement illégale. C'est alors que démarre la plus grande opération de contrebande de l'histoire de la RFA. Dans les semaines qui suivent, les commerçants néerlandais apportent des tonnes de fromage, de céréales, de volailles, de café et de beurre à Elton. Et comme le beurre est une denrée encore rare et chère en Allemagne, l'événement entrera dans l'histoire sous le nom de Nuit du beurre d'Elton. D'après certains témoignages, Elton ressemblait aux Halles de Paris. C'était un véritable défilé de camions. Les habitants ont loué leurs caves, leurs greniers, la moindre pièce de leur maison qui pouvait être louée. Et ça, c'est un aspect intéressant. Parce qu'on parle souvent des entrepreneurs extérieurs à Elton, ceux qui venaient d'ailleurs, et qui effectivement ont touché le jackpot, mais à leur manière, les villageois en ont bien profité aussi. Que ce soit l'adolescent de 15 ans qui a aidé à décharger les camions et reçu de l'argent de poche, ou bien la mamie de 83 ans qui avait une chambre libre chez elle et qui l'a louée pour le stockage du beurre. Un grand groupe industriel a d'ores et déjà commandé plusieurs milliers de tonnes de beurre, de céréales et de conserves pour sa chaîne de magasins en Allemagne de l'Ouest. De son côté, Eugen Heimann approvisionne des entreprises plus modestes, mais parvient tout de même à faire passer des centaines de tonnes de volailles, de fromage et de beurre, ainsi que 200 tonnes de café brut. Les factures sont toutes établies au nom du jeune homme. Et c'est lui qui doit payer les fournisseurs sur place. J'avais des piles de chèques, tous tamponnés par la Banque centrale régionale. Il y en avait bien pour 100 000 marks. L'agent de transit novice brasse des millions. Au total, ce sont plus de 100 millions de marks de marchandises qui sont entreposées dans le village. Bientôt, il ne reste plus aucun lieu de stockage et les nouvelles marchandises ne peuvent pas être déchargées. Résultat, 400 camions sont stationnés à Elton. Mais Eugen Heimann a d'autres soucis en tête. Il se trouve que le café est soumis à des taxes et à des droits de douane exceptionnels. Il faut donc trouver une solution pour les éviter. Quand c'était écrit « café brut » sur les documents, ça attirait forcément l'attention. Or, on devait faire profil bas.
Du coup, on a détruit les papiers, on n'a gardé que les bons de transport, et les grains de café sont devenus des céréales en grains. Quelques heures avant la fameuse nuit du beurre, Eugen Heimann sent monter le stress. Comment la douane et la police vont-elles réagir? La presse nationale et internationale est venue observer les événements. Le soir venu, les villageois sont aux premières loges. L'excitation est à son comble. À minuit pile, l'acte de restitution est signé à la mairie. Elton redevient allemand. Aussitôt, les policiers allemands sont arrivés pour reprendre leurs fonctions, accompagnés de 500 douaniers et autres fonctionnaires chargés d'effectuer les contrôles. C'était impossible pour les agents de tout passer en revue. Il y avait plus de 400 camions qui attendaient de passer et qui klaxonnaient pour accélérer le mouvement. Nous aussi, on avait la pression et on s'impatientait en klaxonnant. « Allez, allez, plus vite !» Finalement, le café est passé sans encombre. Les contrôleurs connaissaient celui qu'on boit à la maison, déjà torréfié, qui est chaud et qui sent bon. Mais qui avait déjà vu du café brut? Le terme de céréales en grains, ça convenait très bien. Au cours de la nuit du beurre d'Elton, plus de 400 camions transportant des milliers de tonnes d'aliments et 200 tonnes de café brut parviennent à entrer en RFA sans être inquiétés. Le lendemain matin, les autorités publiques changent les panneaux de signalisation, mais personne ne s'occupe de la contrebande. Les raisons sont avant tout politiques. Le ministre des Finances a annoncé qu'il fallait faire preuve de compréhension envers les territoires récupérés. Ça nous a mis en joie. C'est exactement ce qu'on voulait entendre. Les événements de la nuit du beurre ne feront l'objet d'aucune enquête. Mais il faudra encore quelques années à l'Allemagne et aux Pays-Bas pour qu'ils se réconcilient tout à fait. Le geste de réconciliation est finalement advenu en 1969. Cette année-là, le président allemand Gustav Heinemann s'est rendu aux Pays-Bas. À Amsterdam, il est allé se recueillir devant le théâtre de Hollande, un lieu emblématique de la persécution des Juifs. Et là, en novembre 1969, il a déposé un cierge. Pour les Néerlandais, ça a été une révélation. Ils ont pris conscience que l'Allemagne avait changé. Le cierge de Gustav Heinemann, c'est comme l'agenouillement de Willy Brandt à Varsovie en 1970. C'était le symbole d'une nouvelle Allemagne. En 1990, l'accord de Schengen supprime les contrôles aux frontières. On démonte alors tous les postes de douane entre l'Allemagne et les Pays-Bas, y compris ceux d'Elton. Aujourd'hui, la population du village est composée à 1/3 de Néerlandais et à 2/3 d'Allemands, qui vivent en paix les uns avec les autres. Et s'ils s'affrontent encore, c'est uniquement sur les terrains de football.